bienvenue pour ce 5e mois du cinéma, la revue hautement subjective des films à venir dans les salles de cinéma. Une revue évidemment présentée par le Petit Bulletin, avec ce mois-ci des films qui remettent l'image au cœur de leur dispositif et de leur mise en scène. Et on commence tout de suite avec l'exceptionnelle nouvelle production Hardman, Shaun le Mouton. Voici Shaun le Mouton. Shaun habite à la ferme avec ses copains moutons. Pour réunir sa famille, Shaun va devoir découvrir des territoires inconnus. Tout seul, ou pas. Shaun le Mouton, c'est un personnage inventé par les studios Hardman dans un court-métrage qui mettait en scène Wallace et Gromit et qui s'appelait Rasé de près, puis qui ensuite a eu droit à sa série propre sur la BBC et qui donc aujourd'hui devient un long-métrage de cinéma absolument génial. Le principe de Shaun le Mouton, c'est pas de dialogue. Le film est entièrement raconté avec les images. Il n'y a que des borborigmes et évidemment des bêlements de moutons. Mais le principe, c'est ça. On monte des gags purement burlesques, comme du slapstick, avec plein de références aussi à d'autres films, et on va à un rythme d'enfer jusqu'au bout pour raconter donc les tribulations de Shaun, mais aussi de son maître berger et aussi du chien Bitzer, un rôle très important dans le film. Et évidemment, si Shaun le Mouton est si génial, c'est bien sûr grâce à cette invention visuelle permanente, mais c'est aussi parce que dans ce film circule une vraie vision de la société, et notamment une vraie critique de la société. On pourrait dire que Shaun le Mouton, c'est un peu le premier dessin animé anarcho-punk, puisque dans ce film, le but, c'est de dire qu'il faut laisser tomber la routine, il faut partir à l'aventure, il faut oublier tous ceux qui cherchent à nous faire rentrer dans les clous, et il faut simplement vivre librement. C'est pour ça que Shaun le Mouton, c'est non seulement un grand film d'animation, un grand film pour les enfants, mais aussi un grand film tout court. En général, quand un acteur connu passe derrière la caméra, on attend toujours le résultat avec un mélange de crainte et de curiosité. Dans le cas de Ryan Gosling avec Lost River, quand on a découvert le film à Cannes, on peut dire que la crainte l'a emporté tellement le résultat était pour le moins informe et inabouti. Mais Ryan Gosling, dans un accès de modestie, est reparti en salle de montage et a écrémé son film de 17 minutes, éclairci toutes ses lignes dramatiques. Et maintenant que le film va être en salle, on peut dire que le résultat est nettement plus probant. Running everything now. No more copper, no more U-bones. This is my copper! I own this fucking copper! Don't let me see your legs again! Lost River joue à plein sur son contexte géographique, en l'occurrence la ville de Détroit, passablement défigurée par la crise économique américaine. Et c'est justement pour Ryan Gosling l'occasion de raconter essentiellement à partir d'images assez puissantes, assez oniriques, assez inspirées, une histoire qui renvoie à l'enfance, qui renvoie au rapport entre un adolescent et sa mère, mais qui renvoie aussi aux peurs que tout le monde peut ressentir face justement à la sensation d'être exproprié de sa propre vie, la peur des monstres, la peur du noir, la peur du mal qui commence à s'infiltrer partout. Gosling ne cherche pas forcément à faire un grand film narratif, il cherche plutôt à faire un film sensoriel, s'inspirant d'ailleurs largement des cinéastes avec qui il a travaillé, et en particulier de Nicolas Winding Refn. Le résultat donc est assez curieux, en tout cas totalement singulier, ça peut être déstabilisant, c'est par moments extraordinairement inspiré, il y a effectivement des images qui restent en tête très très longtemps derrière, on peut trouver le film un peu décousu, un peu longuet par moments, mais en tout cas c'est une vraie expérience de cinéma et c'est la preuve que Gosling est aussi un vrai cinéaste. فیلمبرداری دیگه آقا پناهی شما کجا تاکسی کجا آقا پناهی چرا سوار این شدی اومدی دنبالم اونم دنبال من همه بچه‌ها هست افتادن دارم کارگردان وقت تو با این میای دنبالم حداقل فکر آور خودسی فکر آوری من باش Taxi Téhéran, comme son titre l'indique, se déroule intégralement dans l'habitacle d'un taxi conduit par Jafar Panahi lui-même et qu'il est truffé de caméras pour enregistrer ce qui va se passer à l'intérieur. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Panahi révèle assez vite la supercherie. Tout cela est entièrement écrit et mis en scène par lui-même et c'est bien ça la force du film. Panahi a décidé de faire une fiction, c'est-à-dire d'exercer à plein son métier de cinéaste, même si à l'intérieur il s'agit aussi d'enregistrer la réalité de la vie en Iran et des rues de Téhéran. Mais tous les personnages qui vont défiler dans son taxi sont aussi de vrais personnages de cinéma. Le jeu est évidemment passionnant, mais il
Il y a à l'intérieur surtout un geste de cinéaste magnifique, geste de cinéaste libre, geste de cinéaste qui a envie de parler de son pays, qui a envie de revendiquer son rôle de cinéaste, pour pouvoir à l'intérieur aussi réfléchir à ce que c'est que l'image en Iran actuellement. Aujourd'hui, tout le monde peut tourner, mais qu'est-ce qu'on a le droit de montrer? Les règles sont tellement strictes que Panahi va les enfreindre avec une subtilité extraordinaire, énormément d'humour, puisque le film est truffé de personnages loufoques, de situations étonnantes, de choses qui sont totalement inattendues. Bref, Taxi Téhéran, c'est d'évidence le très grand film du mois et peut-être un des très grands films de l'année. On termine ce mois du cinéma avec l'étonnant dernier film de Wim Wenders, Everything Will Be Fine. On peut dire que la carrière de Wim Wenders s'était un petit peu égarée niveau fiction ces dernières années. Il s'était rattrapé au niveau du documentaire grâce à Pina ou au Sel de la Terre sur Sebastião Salgado. Avec Everything Will Be Fine, il revient à l'inspiration de ses débuts, notamment à Alice dans les villes, avec ce récit très intimiste sur les déboires d'un écrivain un peu en panne d'inspiration qui va la retrouver, l'inspiration, à cause d'un accident assez tragique, mais qui va lui permettre de réenclencher son processus créatif. L'écrivain est joué par James Franco, les femmes qui l'entourent, très importantes dans le film, sont jouées par Charlotte Gainsbourg et Marie-Josée Croze. Bref, tout ça a tout du petit drame intimiste qui serait comme une espèce de retour aux sources de la part de Wenders. Sauf que le film a été tourné en 3D. Tourné en 3D et pas gonflé en 3D. Or, ce travail sur la mise en scène purement visuelle produit des choses qui sont absolument jamais vues sur un écran. Wenders a réussi par exemple à capturer l'essence d'un visage, comme un peintre pourrait le faire, grâce à cette technique-là, grâce notamment aussi à sa stéréographe extrêmement brillante, Joséphine Desrobes. Et le film a cette singularité-là, c'est celle de raconter un récit qui a l'air d'être tout à fait banal, tout à fait normal, mais en même temps de le raconter avec des moyens visuels qu'on n'avait jamais vus sur un écran. Pour cela, on peut dire que Everything Will Be Fine n'est peut-être pas un grand film, mais en tout cas, c'est un film pionnier et c'est un film qui ouvre pas mal de perspectives pour le cinéma du futur. Voilà, c'est tout pour ce mois du cinéma numéro 5. On ne se retrouve pas exactement le mois prochain puisque Festival de Cannes oblige. On vous donne plutôt rendez-vous fin mai pour faire un bilan du dit festival et des films qui seront déjà sortis en salle. Et puis on retrouvera notre rythme mensuel traditionnel à partir du mois de juin.